arrangé. Évidemment, peut-être que les autorités gabonaises aussi ont leur raison, hein, du pourquoi. J'ai envoyé la demande l'ajout d'amis. Ben voilà. Merci, merci. Voilà. Bonsoir, chers confrères. Michel Bienton, journaliste d'investigation camerounais. Bonsoir. Je vais également prendre mon Bonsoir. deuxième invité. Voilà. Vous m'entendez bien, Monsieur Bienton? Oui, parfaitement, 5 sur 5. Hein. Merci. Est-ce que vous me voyez bien? Ou il faut que je règle quelque chose? C'est bon? Oui, c'est bon, je crois. Très bien. Alors, je vais devoir ajouter un autre. Le plan est un peu trop serré. D'accord. De l'autre côté, je ne sais pas. Ok. Je vais donc un peu reculer. Ouais. J'ai envoyé la demande d'amis à notre consultant maison. J'ai cité le commissaire Zogo, lui aussi qui va rentrer dans ce direct parce que c'est un sujet très, très sérieux. L'heure est grave. Il va falloir aussi qu'ils donnent leurs avis, leur opinion par rapport à cette histoire. Voilà. Commissaire, je vous ai mis en audio, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir, commissaire Oui, Zogo. Bonsoir. Au-de Mich, si je puis m'exprimer ainsi. Ça y est. Bonsoir, cher oncle, bonsoir. Alors, commissaire, je ne sais pas, je pense que, est-ce que je suis bien cadré? Tout à l'heure, mon cher confrère me disait que le plan était un peu trop resserré, alors je suis en train de reculer ma caméra. Je vais demander à madame, si Zogo, mon assistante, de me rassurer si tu es bien cadré. Voilà, s'il vous plaît, parce que ça ne sert à rien qu'on ne voie pas la modératrice si elle n'est pas bien cadrée. Donc, je veux savoir si ça va. Désolé. Le visage n'apparaît pas entièrement. D'accord. Il va falloir. Pardon, je vais essayer de relever. Oh oui, là c'est bon. Oui, c'est correct. Là, maintenant. On va encore baisser un peu. C'est bon? Oui, là c'est bon. Très bien. Merci. Un tout petit Alors, peu, vous êtes censé descendre un tout petit peu. Non, descendre. Oh, correct. C'est bon? Bon, on va faire avec. Non, c'est pas. Non, j'ai l'autre. C'est bon? J'ai descendu encore un peu. Là. Oui. C'est bon? Là, c'est correct. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Et vous savez que dans le cadre de cette émission, nous débattons des sujets chauds de la toile, des dossiers sensibles et surtout, des dossiers qui créent des soulèvements. Nous avons dans ce direct le journaliste d'investigation, rien ne l'échappe. Et c'est surtout lui en premier qui se saisit des dossiers pour essayer de voir ce qui se passe. C'est son travail, c'est comme ça. Moi, je suis journaliste reporter. Ça n'a rien à voir avec un journaliste d'investigation. Nuance. Nous avons en face de nous un leader d'opinion, un observateur international et un consultant, j'ai cité le commissaire Zogo, qui lui aussi a son analyse à faire face à cette situation, parce que, comme on le dit souvent, chaque jour qu'on se lève, il y a un nouveau dossier. Nous nous sommes levés ici et on a été tous surpris de l'arrestation de cet activiste assez virulent et qui a été tout de suite renvoyé dans son pays d'origine. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Aujourd'hui, ça a soulevé, ça a créé une indignation du côté des activistes africains qui aujourd'hui ne veulent plus reculer. Depuis jeudi, les activistes camerounais font un sitting, ont fait un sitting devant l'ambassade du Gabon en France pour demander la libération inconditionnelle de leurs compatriotes. Alors, nous allons débattre de long en large sur cette affaire assez délicate. Rebonsoir tout le monde. Vous avez en face de vous mes deux invités. Alors, ce soir, nous allons donner la parole à ces deux acteurs
qui vont nous dire ce qu'ils pensent réellement de cette situation. À chaud, je vais commencer par le journaliste d'investigation, M. Pienton. Monsieur Pienton, à chaud, lorsque vous avez appris la nouvelle, sachant que, je précise, cet activiste est un activiste exilé politique du côté du Gabon, qui a fait plusieurs années au Gabon. Quel est votre ressenti par rapport à cette nouvelle? Comment vous l'avez reçue? Et pour vous, actuellement, comment vous sentez-vous? Parce que, ne nous le rend pas, c'est quand même un compatriote, votre compatriote camerounais. Oui, d'abord, je commencerai par dire que Ramon Kota, l'activiste camerounais qui en ce moment se trouve détenu au secret, au CED, ça je peux vous le garantir, parce que ce merci pour l'information. Ce type de prisonnier n'a pour point de chute que le CED, ça c'est incontestable. Alors c'est en 2019, après mon départ du Cameroun pour l'exil, qui m'a d'abord conduit au Burkina Faso, que je découvre ce compatriote que je suivais de manière intermittente, ça je l'avoue. Ramon Kota avait des prises de position que tout le monde connaît. Mais quand j'ai appris qu'il a été enlevé le 19 juillet dernier au marché, je crois que ça s'appelle la gare routière, oui. Où il était tenancier d'une boutique, c'est-à-dire que d'un magasin de vente de téléphones. Je me suis dit, au regard de toute la ferveur populaire autour du patron, du président de transition du Gabon, Oligui Nguema, qui est très aimé, ou alors qui a l'air d'être très aimé et très apprécié des populations gabonaises et qui est à l'écoute, ou qui a l'air d'être à l'écoute du peuple gabonais, je ne pouvais pas du tout, mais alors pas du tout imaginer que ce compatriote, Ramon Kota, allait être comme ça, mise à la disposition des autorités camerounaises. Je ne savais pas qu'il allait faire l'objet d'une extradition. Vraiment, je ne pouvais jamais l'imaginer. Je me suis dit que peut-être le général Oligui Nguema n'est pas du tout au courant de ce qui se passe et que si l'information parvient à son niveau, il va tout faire pour empêcher cette extradition. Alors, quand Ramon Kota a, du moins la nouvelle de son extradition vers le Cameroun, puisqu'on a tous vu une vidéo qui le montrait en train de se fendre en supplication vis-à-vis des autorités camerounaises, vis-à-vis des autorités gabonaises, vis-à-vis particulièrement du président de la République, son ex, Paul Biya. Alors, je me suis dit, le bon Dieu m'a donné cet instinct qui ne me trompe jamais, parce que quand Oligui Nguema prend le pouvoir, à l'issue du putsch du 30 août 2023, j'ai échangé avec certains défenseurs des droits humains, des acteurs de la société civile au Gabon, au téléphone, qui me disaient, écoute, vraiment, nous allons accompagner le nouveau pouvoir, nous sommes très fiers du courage qu'il a eu de prendre le pouvoir, de faire tomber la dynastie des Bongo. Et moi, je leur ai répondu que, écoutez, ce type-là, il ne me rassure pas du tout, parce que j'ai comme le sentiment qu'il a impulsé un changement dans la continuité des Bongo. Et aujourd'hui, la suite me donne raison, à savoir que Oligui Nguema n'a jamais été l'homme de la situation. Aussi simple que ça. Donc, en fait, quand j'ai appris que ce compatriote-là a été mis à la disposition du Cameroun, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout été surpris. Pas du tout. Commissaire Zogo, on a appris avec stupeur et regret le départ de cet activiste, mais de manière humiliante. Je ne vais pas diffuser les images pour éviter de choquer et d'heurter la sensibilité de certains internautes, mais les images ont parlé d'elles-mêmes. Monsieur le commissaire, à chaud, quel est votre ressenti? C'est quand même une première de voir un activiste exilé politique être aussi livré
je vais dire, à son pays d'origine. Oui, merci Michel. Permettez que je puisse adresser mes chaleureuses salutations à tous tes aimables followers. Permettez également que je puisse, n'est-ce pas, saluer Monsieur Michel Bienton qui est là. C'est quelqu'un qui m'est proche. C'est presque un membre de ma famille. C'est un neveu. Ce n'est pas une manière de le rabaisser. Et je peux me permettre de faire une petite digression. Je suis très honoré et en même temps très ému de l'avoir en face de moi parce que ça fait des années que nous n'avons pas été face à face. Des gens ont essayé de nous diviser parce que je me suis dit, mieux que quiconque, il était celui qui pouvait mieux comprendre ma lutte. Tout simplement parce que c'est mon neveu qui m'a beaucoup défendu lorsqu'il était au Cameroun, qui a beaucoup porté la cause des droits humains. À un moment même, il estimait que j'en faisais un peu trop. Voilà. Aujourd'hui, il se retrouve lui-même dans la même situation que moi, son oncle, en exil. Et ce qui mine donc le combat que nous menons, c'est que depuis 2018, il y a eu une espèce de schisme sur fond de tribalisme qui a énormément affaibli la cause. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que le constater avec regret. Une fois que j'ai évacué cette question purement formelle, je vais pouvoir aborder sans langue de bois votre question. Alors, c'est le lieu d'occasion ici pour moi d'exprimer, n'est-ce pas, mon indignation, ma colère et même à la limite mes appréhensions face à la situation que nous vivons. Alors, hier c'était le capitaine Guéramdi Mbara, Michel Bienton le sait. Avant-hier, c'était le cas du journaliste Bruno Bidjan qui était embastillé. Et aujourd'hui, c'est le cas de cet activiste Ramon Kota, de son vrai nom, je crois, Steve Akam. Alors, il y a quelques jours encore, il y a un jeune homme qui a été embastillé, mon homonyme Junior Ngombe, parce qu'il a osé critiquer le régime. Alors, nous... Un TikToker, il y a aussi un jeune TikToker qui se retrouve aujourd'hui entre les mains de la milice, tout simplement parce qu'il serait sorti pour décrier cet acte. C'est un jeune homme. Oui, nous y reviendrons avec le journaliste d'investigation bientôt. Figurez-vous que c'est la jeunesse camerounaise qui se fait comme ça embastiller dans cette prison privée qu'on appelle le CED, qui est un État dans l'État, une prison dans la prison. Alors, pour moi, je pense que le régime camerounais est en train de démontrer son véritable visage. Je ne suis pas surpris par ce qui se passe parce que le régime de Yaoundé a toujours été un régime, entre guillemets, voyou, aux méthodes terroristes qui ne respectent pas les droits de l'homme. Pour nous qui sommes en exil depuis pratiquement une vingtaine d'années, moi particulièrement, j'ai appris à me méfier de ce régime du fait de ma culture policière. Je sais que c'est un régime qui traque ses opposants à l'étranger. Je sais que c'est un régime qui ne supporte pas la contradiction et qui ne supporte pas qu'il soit exposé. Et je sais que c'est un régime qui est prêt à tout simplement parce que les véritables criminels dans ce pays, les véritables criminels dans ce pays, monsieur Bienton, sont libres. Ils assassinent, ils égorgent, ils pillent, et le régime va toujours chercher des victimes expiatoires, le régime va toujours chercher des boucs émissaires. Alors, dans ce qui se joue, il y a plusieurs paramètres qu'il va falloir expliquer. Il y a déjà le chef de la junte au pouvoir au Gabon, M. Oligui Nguema. M. Oligui Nguema qui a suscité tant d'espoir en tant que panafricain, probablement en tant que libérateur. Heureusement, il y a des visionnaires comme M. Bienton qui très vite a compris que M. Oligui Nguema n'était véritablement pas celui qu'on pensait être. Peut-être nous aurons l'occasion d'aborder un peu plus tard cette question. M. Oligui Nguema est tout simplement un membre d'une mafia qui a réglé des comptes à un de ses camarades de la mafia et s'est retrouvé là, non pas pour les intérêts du Gabon, mais pour des intérêts purement égoïstes et même familiaux. Alors, le deuxième paramètre que je tenais à expliquer dans ce drame qui est celui de M. Ramon
Kota, c'est que M. Ramon Kota s'appelle Steve Akam. Et ça, M. Biemton le sait. Le régime de Yaoundé a en détestation les membres de sa propre communauté comme Biemton, comme Junior Zogo, comme Steve Akam, qui le dénonce, qui l'expose et qui le critique. Alors, nous sommes considérés comme des traîtres. Nous sommes considérés comme ceux-là qui, n'est-ce pas, donnent la caution à ceux qui dénoncent ce régime parce que le Cameroun fonctionne sur la base du tribalisme. Vous verrez toujours des gens qui vous diront, parce que je suis Betty, comme Biemton, comme Zogo, Paul Biya est le meilleur des dirigeants, je ne vais pas le critiquer. Alors, on ne tolère pas des critiques endogènes et tous ceux qui l'ont fait ont payé le prix fort. Je vous citerai le cas de M. Ateba Yele, qui a payé le prix fort parce que considéré comme un traître. Je vous citerai le cas de Bruno Bidjan, qui aujourd'hui est embastillé parce que lui-même ressortissant de la même aire géographique que le président de la République, Paul Biya. Je vous citerai mon cas. J'ai essuyé des menaces, des attaques, des insultes parce que des gens estiment, tout comme M. Biemton qui est là, que lorsqu'on est de l'ennemi de l'autocrate, M. Paul Biya, on ne devrait pas avoir une voix discordante. On ne devrait pas dénoncer les exactions. Il y a un homme aussi. Hein. Oui, il y a un homme aussi. Tout à fait. Non, mais monsieur, d'ailleurs, mon face-à-face avec le président Biya en 2015 à l'hôtel de Méris, c'était pour réclamer la libération de l'écrivain et non, mais monsieur, qui a également payé le prix fort parce qu'il est ressortissant de la même aire géographique que le chef de l'État. Alors, nous pensons que au moment où le président Biya vient parader en Occident, il assiste aux Olympiades, aux troisièmes Olympiades. Le président Biya est quasi absent dans son pays. Je parle sous le contrôle d'un journaliste investigateur qui est là. On ne l'entend pas parler. Il n'assiste à rien. Lors des finales de la Coupe du Cameroun, le président Paul Biya se fait toujours représenter par son premier ministre. Alors, ce président Biya trouve le temps de prendre son vol, de venir assister à l'ouverture des Jeux Olympiques. Et nous avons vu ce spectacle pour le moins marrant d'un président Biya, véritable symbole des médias au Cameroun, assis sous une pluie battante, couvert par une bâche, des images inédites, Mich, qu'on ne verrait jamais au Cameroun. Jamais dans son Cameroun natal, le président Biya ne se placerait là où il y a une seule goutte d'eau. Alors, vous avez vu ces dirigeants africains qui, n'est-ce pas, se précipitent de venir en France, venir jouer les larmes. Vous avez vu Oligui Nguema et Paul Biya. Alors, posez-vous une question. Est-ce que vous avez vu le jeune leader burkinabé, le capitaine Traoré, se précipiter de venir en France? Non. Est-ce que vous avez vu le leader de la junte militaire malienne, Assimi Gota, se présenter pour venir en France? Non. Est-ce que vous avez vu le général Chiani se précipiter pour venir en France? Non. Alors, cela en dit assez long sur qui est M. Oligui Nguema, sur qui est M. Paul Biya, parce que véritablement, M. Paul Biya est un homme qui a une haute opinion de lui. M. Biya, dans son propre pays, est un dieu. La moindre goutte de pluie dans le Cameroun natal de Paul Biya, on arrête la cérémonie, on le met sous abri. Alors, ce président Paul Biya, on l'a vu tout petit hier, sous le pont de l'Alma, ou tout au moins au niveau de la gare d'Austerlitz, pour ceux qui connaissent Paris, sous une pluie battante, un homme de son âge, assis, qui ne disait rien. Et cette image démontre donc qui sont un certain nombre de nos leaders. Alors, au moment donc où le président Biya vient parader ici, moi je me demande, je me pose une question, son épouse et lui, où est-ce qu'ils mettent leur fierté et leur dignité? Dans leur propre pays, des gens sont embastillés pour avoir dénoncé, pour avoir critiqué, pour avoir appelé à un meilleur épanouissement, à un meilleur bien-être. Mais ce président Biya, toute honte bu, parade en Europe, là où on respecte les droits humains, là où on respecte la parole des citoyens, je me demande où est sa conscience? Où est la conscience d'Oligui Nguema? Moi, j'ai honte lorsque je vois ce spectacle-là. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas en Afrique, et plus précisément en Afrique centrale. Ce sont des dirigeants
qui n'ont pas de honte, qui n'ont pas de fierté, qui n'ont pas de dignité. Alors, je condamne donc avec la dernière énergie ces enlèvements, ces kidnappings des citoyens qui défendent la liberté, parce que en plein 21e siècle, je ne m'imagine pas, Mich, qu'on puisse continuer à embastiller des citoyens parce qu'ils se sont exprimés dans un pays où des criminels agissent en toute impunité, sont empêtrés dans d'énormes scandales. Leurs noms ressortent dans des crimes et des assassinats. Ils ne répondent pas de leurs actes, mais des Camerounais qui ont appelé à ce qu'on respecte le peuple, à ce qu'on respecte la liberté, à ce qu'on respecte la dignité, sont purement et simplement kidnappés, enlevés, tués, torturés dans une géole privée qu'on appelle le CERF. Alors, mon dernier message à ceux qui le font, c'est que rien n'est éternel. Ils peuvent le faire aujourd'hui, nous archivons tout. Nous avons vu des pays où des choses étaient même mieux structurées s'effondrer, des gens se sauver, et le moment venu dans ton Gabon natal, Mich, nous avons vu des milliers de gens, des millions supportés Ali Bongo. Au moment où Ali Bongo est tombé, ils se sont tous sauvés et aucun ne se reconnaît en Ali Bongo. Alors, toute cette horde de courtisans, d'inconscients, de méchants, qui infligent des souffrances au peuple camerounais, nous les mettons en garde. Nous les mettons en garde qu'ils sachent que le régime du président Biya relève désormais du passé. Il pousse ces derniers gémissements. Et dans tous les cas, ils essayent tout simplement de faire un barreau d'honneur et ça ne marchera pas parce que les temps ont changé et l'heure du changement et même l'heure du changement a sonné. Alors, j'exprime donc tout mon soutien à ces lanceurs d'alerte. Si tu permets, je chute. Tout mon soutien à ces lanceurs d'alerte, à ces défenseurs des droits de l'homme et de la bonne cause qui sont embastillés, manu militari, par des barbouzes, par des tueurs à gages. Et je lance ici un appel à d'autres comme Michel Bienton, moi et les autres, à plus de prudence, à plus d'attention, parce que le régime de Yaoundé est un régime sournois, hypocrite et menteur. Alors, je vais poser la question à l'investigateur, journaliste d'investigation, Michel Bienton. Vous savez, en qualité de, disons, par rapport à ma position, je suis là dans une posture neutre et je lance tous les dés sur la table. Alors, en amont, nous sommes face à une situation où le Gabon est un pays de droit, de loi et de droit. Est-ce qu'il n'y a pas cette hypothèse, peut-être, que le Gabon s'est senti dans l'obligation, effectivement, de livrer cet activiste parce que peut-être qu'il se permettait, il se croyait tout permis dans un pays de droit. Parce que vous êtes sans ignorer que c'était aussi un activiste très virulent qui était son langue de bois, qui dénonçait tout le temps. Et je pense qu'à un moment donné, par rapport peut-être à la loi qui prévaut au Gabon, je pense qu'à un moment donné, ils ont dû demander à ce dernier, peut-être, hein, ils ont tiré une sonnette d'alarme, et malheureusement, il n'a pas écouté et ils ont été dans l'obligation de prendre une décision. Je vais vous rappeler quelque chose. L'on se souvient que l'activiste Ramon Kota, connu pour ses critiques virulentes, à l'égard du régime actuel du Cameroun, s'était récemment attaqué, je ne sais pas si vous l'avez suivi, à la politique de l'ambassade du Cameroun au Gabon. Et je me souviens qu'il se plaignait, évidemment, j'ai noté ces quelques points, il se plaignait de l'augmentation des frais évidemment des cartes consulaires et d'autres documents administratifs qu'il qualifiait, hein, autant pour moi, cette pratique de spoliative. Moi, je pense que ça a été l'élément déclencheur. Est-ce que ce n'est pas la goutte qui a débordé le vase et qui a emmené, évidemment, aux autorités gabonaises à prendre les dispositions pour essayer de le punir, de le ramener à l'ordre en le donnant ou en le remettant à son pays d'origine? Monsieur Bienton. Non, non. Je pense que le Gabon est régi par une constitution dont le préambule prévoit la liberté d'expression qui est garantie
par la loi fondamentale au Gabon. Et je pense que jusqu'ici, le Ramon Kota n'a pas constitué, c'est-à-dire que jusqu'à son enlèvement, il n'était en rien une menace pour les autorités gabonaises, pour la sécurité au Gabon, ou alors pour la stabilité de l'État du Gabon. Et même s'il fallait qu'il réponde de quelque acte que ce soit devant les juridictions gabonaises, cela aurait dû se faire dans les normes, parce que ce qui s'est passé au Gabon concernant le cas Ramon Kota, c'est un enlèvement pur et simple, c'est un kidnapping qui est attentatoire aux conventions internationales ratifiées par le Gabon. Je vais vous rappeler ici la convention de l'ONU contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants que le Gabon a ratifié le 8 septembre 2000, je crois. Et selon l'article, je crois, 3, alinéa 1 et 2, aucune extradition ne peut se faire c'est-à-dire que sur la base des opinions politiques de l'individu, et c'est le cas, de Ramon Kota. Il y a également l'accord d'extradition de la CEMAC du 28 janvier 2004 qui interdit à tout État d'extrader un individu pour des motifs politiques, pour des raisons politiques. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, en livrant comme ça Ramon Kota aux autorités camerounaises, Oligui Nguema et le CETRI ont enfin ces instruments juridiques internationaux, aussi simple que ça. Et c'est l'occasion pour moi de revenir sur la problématique de la protection des réfugiés en Afrique, qui est vraiment un gros problème, surtout en Afrique centrale, parce qu'on a le sentiment que les pays d'Afrique centrale ont l'habitude de livrer certains activistes politiques, des défenseurs des droits humains, des journalistes qui sont persécutés dans leur pays d'origine. Le Cameroun, c'est-à-dire que qui est notre pays, à moi et puis au commissaire Zogo, a l'habitude de livrer des réfugiés politiques à leur pays d'origine. Je vais vous prendre le cas de Cyprien Nguemamba. C'est-à-dire que c'était un officier de l'armée équato-guinéenne qui vivait au Cameroun et qui était sous la protection du HCR. Mais en 2007, je crois, des inspecteurs de police camerounais l'ont kidnappé et l'ont livré aux autorités équato-guinéennes à Obiang Nguema Zogo contre des centaines de millions de francs. C'est-à-dire que c'est un scandale. C'est vrai que pour extrader quand même quelqu'un qui c'est beaucoup de millions quand même. Hein. Voilà, oui. Voilà. Et il y a également un jeune Congolais, Brucelon Nelson Apanga, qui en 2020 s'est établi au Cameroun après avoir été persécuté dans son pays, au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que il était membre du mouvement des étudiants, je crois, des élèves et étudiants du Cameroun. Ils avaient organisé une manifestation à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville. Bon, lui et ses camarades, ils ont été arrêtés, jetés en prison. Et après avoir bénéficié d'une liberté provisoire, il en a profité pour sortir du pays et il s'est établi au Cameroun, à Yaoundé, plus précisément au quartier Oza. Et puis, un matin, en octobre 2020, des agents des services de renseignement du Congo sont arrivés pour le chercher. Et c'est comme ça qu'il a été kidnappé et puis ramené dans son pays d'origine. Donc, on a comme le sentiment qu'en Afrique, il est difficile pour un activiste politique africain d'être en sécurité dans un autre pays africain où il a demandé, où il a sollicité la protection, l'asile. Je vais vous prendre un autre exemple, celui de Steve Biko, c'est-à-dire qu'un activiste ivoirien qui a été livré par les autorités mauritaniennes au régime d'Alassane Ouattara. Steve Biko, c'est un activiste qui est pro-Laurent Gbagbo. Donc, on a comme le sentiment qu'il est difficile pour les États africains de respecter certaines conventions internationales et que
les libres penseurs africains n'ont pour seul et unique recours que le départ pour l'Europe, parce que des pays européens et d'Amérique sont très à cheval sur la parole donnée pour ce qui est du respect des instruments juridiques internationaux. Et cela, vraiment, est très regrettable pour nous, ressortissants africains. Et du coup, monsieur Bienton, avant de revenir sur le commissaire Zogo, du coup, monsieur Bienton, aujourd'hui, on comprend que en ce qui concerne les pays d'Afrique, hein, il y a ce problème-là de liberté d'expression et de respect, du droit de l'homme hein, dans certains pays. Là, on est en train de vivre la situation au Gabon. Finalement, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que c'est une situation inquiétante, qu'il n'y a pratiquement pas de liberté d'expression, parce que sinon, on n'en arriverait pas à ce niveau. Là, c'est quand même, on est arrivé à l'extrême où moindre sortie, moindre pépin, et ben, la personne est directement kidnappée, récupérée et traitée par la milice. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à cette analyse. Ceux qui me suivent sur mon compte YouTube, je l'ai dit dans une de mes chroniques cette semaine. Les activistes vivent dans la peur, en fait. Oui, tout activiste africain, quand il recherche l'asile, il doit éviter les pays limitrophes de son pays d'origine, parce que c'est très facile, hein, les échanges, d'être kidnappé dans son pays d'accueil et être ramené par voie terrestre vers son pays d'origine. Et pour revenir aux conventions internationales, je réitère que les pays européens sont très à cheval sur les conventions internationales dûment ratifiées. Je vais vous prendre un autre exemple, celui de l'extradition du petit frère de Blaise Compaoré, François Compaoré. C'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme a refusé de l'extrader au Burkina Faso pour des raisons purement sécuritaires, parce que la dite Cour a estimé qu'il ne peut être jugé au Burkina Faso de manière équitable. Donc, malgré le décret d'extradition du Premier ministre français, je crois que c'est le décret de 2020, si je ne me trompe pas, la Cour européenne des droits de l'homme a dit niet, il n'est pas question qu'il soit extradé, parce que le Burkina Faso ne peut lui garantir un procès équitable. Et je pense que le régime d'Oligui Nguema aurait dû y penser au moment d'extrader Ramon Kota, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, concernant le jeune homme qui vient d'être arrêté, Junior Gombe, Ramon Kota, de manière officielle, on ne nous a pas encore dit là où il se trouve, mais je peux vous garantir qu'il est au CED. Il est au CED, il est enfermé au CED, au secret. Et moi, j'ai passé 3 semaines au CED. Et ce qui est sûr, c'est qu'après le CED, ce sera le tribunal militaire où il sera poursuivi pour un certain nombre de chefs d'accusation qui, selon le code pénal camerounais, sont qualifiés de crimes d'atteinte à la sûreté de l'État. Et c'est le tribunal militaire de Yaoundé qui va juger Ramon Kota. Ça, je peux le garantir, je peux vous le garantir. Et Oligui Nguema aurait dû penser à ça, du moins son régime, et ne pas du tout, mais alors pas du tout, l'extrader vers le Cameroun. Mais normalement, moi je te dis, c'est le livret de la sorte, il n'y a rien de positif qui sortira de là. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il va répondre devant... Oui, mais entre-temps, la question qui se pose est dans quelles conditions se trouve-t-il? Dans quelles conditions se trouve-t-il? Est-ce qu'il est en sécurité? Quelle est la nature du traitement qui lui est infligé à l'heure actuelle? Où se trouve exactement, enfin, dans quelles conditions se trouve exactement cet activiste? Non, je peux déjà vous annoncer que pour qu'il ait même déjà un avocat, ça sera très compliqué. Parce que le CED, comme disait le commissaire Zogo tout à l'heure, c'est comme un État dans un État. C'est un haut lieu, c'est un endroit réputé où règne la torture, le CED. C'est-à-dire que c'est un lieu de détention qui inspire la peur au Cameroun. Donc, Ramon Kota, pour qu'il ait un avocat, ça sera déjà très compliqué parce qu'ils ont souvent l'habitude de dire là-bas que voilà,
les avocats ne viennent pas ici, et patati et patata. Donc, il sera gardé en cellule pendant très, très longtemps. Ce qui n'est pas normal. Moi, j'ai fait 3 semaines de garde à vue. La garde à vue de 48 heures, c'est qui n'est pas normal. Voilà. Je peux vous garantir qu'il en sera un peu plus. Voilà. Il sera traduit devant le tribunal militaire et il fera l'objet d'une condamnation parce que le tribunal militaire, ce n'est pas un tribunal à même de garantir un procès juste et équitable à tout citoyen camerounais, malheureusement. D'où le rebondissement avec le commissaire Zogo, évidemment, parce que face à cette situation très inquiétante et alarmante, les activistes camerounais sont sortis et ils ont fait un sitting jeudi dernier du côté de l'ambassade du Gabon en France. Il faut pas dire seulement que, en Angleterre et en Belgique aussi. Merci pour l'information, j'y arrivais effectivement. Voilà. Donc, il y a eu un soulèvement, il y a eu un soulèvement, et il n'y a pas seulement les activistes camerounais, même les activistes gabonais, c'est pourquoi je parle d'activistes africains, ont levé leur voix, pour pouvoir dévoiler, voilà, leur indignation, dénoncer que ce n'est pas normal et qu'ils demandent une libération inconditionnelle de cet activiste. Alors là, en ce qui concerne les activistes camerounais qui sont montés au créneau, ils sont passés devant l'ambassade déjà pour exprimer leur soutien à l'activiste Ramon Kota, tout en critiquant et effectivement la décision des autorités gabonaises et demandant de le renvoyer, au Gabon, parce que ce dernier, même pendant qu'il était en train d'être extradé, a demandé, a supplié les autorités gabonaises, a demandé officiellement pardon aux autorités camerounaises par rapport à cette situation parce que ce qu'il a vécu est quand même inhumain. Alors, à l'instant, je vais demander au commissaire Zogo comment il ressent l'avenir. Comment, dans les prochaines 72 heures, commissaire Zogo, tout à l'heure, le journaliste d'investigation Michel Diemton s'est avancé en plantant déjà le décor de ce qui va suivre. Vous, en tant qu'ancien commissaire, comment voyez-vous l'avenir de l'activiste Ramon Kota par rapport justement à la situation qui en découle? Parce que là, quand même, grave. Avant de répondre à cette question, je vais revenir en arrière sur la problématique de l'extradition, des expulsions et autres. Permettez que je fasse un bref commentaire sur la posture du chef de la junte militaire gabonaise, le général Oligui Nguema, une posture pour le moins assez farfelue et risible. Alors, je vais m'expliquer. Le général Oligui Nguema lui-même est un putschiste. Ça veut dire qu'il n'a pas conquis le pouvoir de manière légale et légitime. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un contre qui on devrait lancer des mandats d'arrêt et d'extradition, et que sais-je encore, qui devrait rendre compte de ses actes devant la justice, c'est d'abord le général Oligui Nguema, parce qu'il a fait un coup d'État. Et il ne me souvient pas que les coups d'État soient, n'est-ce pas, une méthode légale. Je parle sous le contrôle également de M. Michel Diemton, de conquérir le pouvoir. Et de deux, il me souvient également que le chef de la junte militaire gabonaise, une fois qu'il a accédé au pouvoir, a fait appel à des activistes gabonais qu'il a même nommés dans son gouvernement. C'est une posture quand même aux antipodes de la logique du bon sens. Le moment où Oligui Nguema, qui dans son pays, va s'entourer d'activistes, et je parle sous ton contrôle également, Mich, va les appeler, va travailler avec eux, c'est le même Oligui Nguema qui va encourager et participer à l'enlèvement. Parce que je ne sais pas pourquoi vous parlez d'extradition. Il va falloir expliquer ces termes. Il n'a jamais été question d'une extradition, encore moins d'une expulsion. Il s'agit tout simplement d'un enlèvement et d'un acte terroriste dont le gouvernement ou les autorités militaires gabonaises se sont rendues complices. Il faut le dire clairement. Alors, Michel a clairement expliqué
demande aussi de l'ambassade, parce que l'ambassade du Cameroun au Gabon n'est pas en reste. Alors, quand je dis, je pointe un doigt accusateur sur les autorités gabonaises, ce sont elles qui avaient en charge la sécurité, je crois, du réfugié politique, c'est bien ça, Michel Bienton. Est-ce qu'il avait l'asile politique au Gabon? Oh, je n'ai pas de preuve de ce qu'il était réfugié politique, mais je pense qu'il est au Gabon depuis 2008, si je ne me trompe pas. Alors, je suppose qu'il est au Gabon depuis 2008, c'est après les années de Brest. Nous savons ce qui s'est passé au Cameroun après 2008. Alors, la sécurité d'un résident étranger sur le territoire d'un pays incombe à l'État d'accueil. On ne peut pas accuser l'ambassade du Cameroun au Gabon. C'est de la responsabilité de M. Oligui Nguema et de l'État du Gabon. Alors, je vais revenir sur... Mais la démarche, la demande. Mais tu ne me laisses pas pouvoir m'expliquer, Mich. Mais juste pour rebondir, c'est juste pour rebondir. Laisse-moi expliquer le droit. Je vais t'expliquer le droit. Alors, que dit le droit sur le plan interne? Un citoyen qui a un problème, toi et moi, nous vivons en France. Nous avons vu l'affaire de l'imam dont on a demandé l'expulsion, le ministre de l'Intérieur. Si le Gabon est un état de droit, le Gabon devait respecter le droit. Il y a ce qu'on appelle le droit interne avec la loi fondamentale, la Constitution qui garantit à tout individu sur un territoire le droit de s'exprimer librement, la liberté d'expression. Alors, lorsque un individu vivant dans un espace territorial donné a bafoué la loi, ma chère Niche, il y a une démarche administrative. Dans un état de droit, c'est la justice qui se prononce. Alors, si l'État du Cameroun a initié une démarche auprès de l'État du Gabon dans le sens de faire extrader le résident ou le réfugié, je ne sais pas, Steve Akam. Alors, cela devrait être notifié à M. Steve Akam, alias Raymond Kota. Une juridiction devrait être saisie, et c'est la justice administrative. On la saisit officiellement, on lui notifie ses droits, il prend un avocat, il y a un procès et une décision qui est rendue, il va faire ce qu'on appelle appel, il va user des voies de recours pour pouvoir se défendre. Alors, une fois donc qu'il a épuisé des voies de recours, il y a d'ailleurs des organisations supra-étatiques qu'il peut saisir. C'est comme toi et moi, nous vivons en France. Si je ne suis pas satisfait par la justice française, je vais saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, il y a en Afrique ce qu'on appelle la Cour africaine des droits de l'homme, qui est à Addis Abeba. Lorsque un individu a épuisé ce qu'on appelle des voies de recours sur le plan interne, il peut pouvoir saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Alors, moi, j'ai une question à poser à tous qui nous écoutent. À quel moment on a notifié le chef d'accusation à M. Ramon Kota pour qu'il puisse assurer sa défense? À quel moment le procès et les audiences ont eu lieu pour que la justice gabonaise rende une décision et que M. Ramon Kota puisse enclencher ce qu'on appelle des voies de recours? Je n'en sais rien. C'est pour ça que je vous parle d'un enlèvement et d'un kidnapping, parce que, à ma connaissance, lorsque quelqu'un pose des actes qui portent atteinte à la sécurité d'un État, l'État le rappelle à l'ordre. Et si cet individu persiste, il y a ce qu'on appelle des conventions internationales, et M. Bienton les a si bien expliquées. Il y a la charte, la convention de Genève sur la protection des réfugiés. Cette convention de Genève interdit l'extradition d'un individu dans un pays où il risque la peine de mort, où il risque un traitement inhumain et dégradant, où il risque de ne pas bénéficier d'un procès juste et équitable. Les conventions internationales sont claires là-dessus. Alors, lorsque un individu est sur un territoire donné qui se dit un état de droit comme le Gabon, qu'est-ce qu'on va lui notifier? Sur le plan administratif, il y a ce qu'on appelle une obligation à quitter le territoire gabonais.
le Gabon va l'expulser. C'est ce qu'on appelle une expulsion dans le jargon populaire. En sciences administratives, ça s'appelle obligation à quitter le territoire. On la lui notifie et il peut la contester devant les tribunaux. Et c'est lorsqu'il a donc épuisé toutes les voies de recours qu'on va le conduire mano militari à la frontière. Et on lui laisse d'ailleurs la possibilité, parce que l'extradition est strictement encadrée, Mich. L'extradition ne peut avoir lieu que dans le cadre des crimes tels que des actes terroristes, de la criminalité transnationale, ça veut dire les pédophiles et autres. Alors, pour toute motivation politique, toutes les conventions internationales auxquelles le Gabon a souscrit interdisent formellement l'extradition. Et s'il faut extrader quelqu'un, c'est une extradition, appelons-le extrajudiciaire. C'est un enlèvement, c'est un kidnapping, et l'État du Gabon devra répondre devant la justice internationale. La famille de M. Steve Akam doit engager des actions contre l'État du Gabon auprès de la Cour africaine des droits de l'homme. Je crois que Maître Ntimban s'est saisi de ce dossier auprès de la Cour, je crois, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et même auprès des tribunaux gabonais et camerounais. Et l'État du Gabon, M. Oligui Nguema, engage sa responsabilité en tant qu'il sera coupable d'un acte d'enlèvement et d'un acte d'extradition extrajudiciaire. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Donc, y compris devant la Cour pénale, y compris devant la Cour pénale internationale. Absolument. Voilà, ça c'est un crime contre les droits de l'homme. Monsieur Oligui Nguema peut faire l'objet. L'article 7 du statut. Absolument. Maintenant, je vais répondre au deuxième volet de ta question. Quel avenir le commissaire de terminer son propos, on va rebondir avec Michel Bienton. Pour l'activiste Ramon Kota et même pour les activistes en général. Alors, en tant qu'ancien haut fonctionnaire ayant servi dans ce qu'on appelle les forces de sécurité au Cameroun, il y a au Cameroun ce qu'on appelle la consécration de la torture. Le Cameroun pratique la torture contre les nombreux instruments internationaux qui interdisent d'extorquer les aveux, de torturer des citoyens. Alors, c'est un ancien commissaire de police qui vous parle. Le Cameroun pratique bel et bien la torture sur les détenus de droit commun et notamment politiques. Monsieur Michel Bienton qui est là. Ce n'est pas anodin que je vous ai fait venir. Ce n'est pas anodin parce que vous êtes bien placé. La déclaration qui est faite par monsieur Ramon Kota, c'est une déclaration sous la contrainte. Lorsqu'il se lève et dit « Je demande pardon », monsieur Ramon Kota a été torturé, lessivé et les aveux lui ont été extorqués par la torture, toute chose que la justice internationale condamne. Et même les autorités camerounaises, les policiers et autres qui sont sur cette vidéo peuvent être traduits en justice et même auprès du tribunal pénal international pour des crimes contre les droits de l'homme. Il y en a qui se sont retrouvés là-bas à la haie, bien que nous l'ayons condamné, le cas de Blé Goudé, de Gbagbo. Certes, nous avons condamné et même de certains chefs de guerre centrafricains et congolais. Alors pour moi, je pense que l'activiste Raymond Kota ne devra sa survie qu'à une mobilisation tous azimuts des activistes, des défenseurs des droits de l'homme et des chancelleries occidentales qui doivent faire pression sur le Cameroun et pour que cette jurisprudence ne se reproduise plus parce que le Cameroun en a l'habitude. Michel Bienton a cité des cas concrets, non pas d'extradition, mais ce que moi j'appelle des enlèvements, des kidnappings, ou tout au moins des extraditions extrajudiciaires. Alors, pour moi, il va falloir durcir le ton contre le régime de Yaoundé, contre les autorités gabonaises, afin que cela ne se reproduise plus, parce que l'État du Cameroun est bien réputé dans ce domaine pour aller kidnapper, enlever des opposants politiques, des activistes dans des pays étrangers. Et au niveau du CED, tous qui y sont passés en sont ressortis avec des séquelles. Personne n'est passé par
le CED sans qu'il n'en ressorte avec des séquelles. Le CED est un pôle torture et nous pensons même qu'à l'avenir, si les choses venaient à changer au Cameroun, la plupart de nos responsables militaires en charge de la gendarmerie risqueront de répondre auprès de la justice internationale pour actes de torture, pour crimes contre les droits de l'homme, pour atteinte grave aux droits de l'homme. Alors, je suis très inquiet par rapport à l'avenir de Ramon Kota, connaissant le système camerounais et de Yaoundé, parce qu'il y a des gens très zélés. Ce n'est pas forcément le président Biya. Il est certes comptable de ça, mais il ne les envoie pas. Ce sont des gens qui veulent démontrer leur zèle au régime du président Biya en montrant au président Biya que nous veillons sur toi et nous sommes en... Pardon? C'est pas possible. D'accord. Alors, je vais résoudre un petit problème après et je vais redescendre. Donc, le système de Yaoundé est connu et réputé en matière de droits de l'homme. Merci pour votre intervention. Monsieur Biemton, vous allez rebondir par rapport à ce que disait déjà le commissaire Sogo, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Alors, moi, je voudrais... on va d'abord... je vais d'abord... le commissaire Sogo va refaire la demande. Je pense que c'est mieux, hein? Ouais. Monsieur, voilà. On va d'abord continuer. Voilà, le commissaire pourra refaire la demande. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Biemton, justement, on va tenir compte des propos du commissaire Dubo. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez sensible. Est-ce que, pour vous, vous estimez, tout en rebondissant par rapport aux propos, si vous avez quelque chose à compléter, un élément de réponse à compléter par rapport à l'intervention du commissaire Dubo, est-ce que vous pensez que cette situation pourrait entraver ou entacher les rapports entre les deux pays frères, parce que c'est l'Afrique centrale quand même. Est-ce que vous pensez que ça pourrait entacher leur rapport dans les jours à venir? Oui, c'est vrai que ça peut induire une situation de méfiance entre les deux communautés. Parce que je me suis baladé ce matin sur YouTube où je suis tombé sur une vidéo des activistes de la brigade anti-Sardina qui manifestaient devant l'ambassade du Gabon, je crois en France ou en Angleterre. Et au niveau des commentaires, il y a un internaute, un Gabonais sans doute, qui a préconisé que les Camerounais soient expulsés du Gabon. Donc, il y a comme une situation de méfiance mutuelle qui de plus en plus s'installe entre les deux communautés. Je ne parle pas des deux États parce que nous avons vu que ce sont les deux appareils des États gabonais et camerounais qui ont collaboré de manière à en arriver à l'enlèvement, puis à la, je ne sais pas si je peux appeler ça, livraison de Ramon Kota aux autorités camerounaises. Bon, pour revenir à ce que Junior Zogo disait tout à l'heure, il faut que ceux qui soutiennent le général Oligui Nguema le sachent. Ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire que l'enlèvement de Ramon Kota et puis son extradition extrajudiciaire, comme le disait Junior Zogo tout à l'heure, vers le Cameroun, eh bien, cela le rend passible de poursuites judiciaires devant la Cour pénale internationale parce que l'article 7 du statut de Rome sur la CPI parle des crimes contre l'humanité. Donc, parmi les faits constitutifs des crimes contre l'humanité, il y a l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la Convention de l'ONU contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants que l'État du Gabon a allègrement violé. Et depuis
la survenue de, on va dire, cet incident malheureux, j'ai pas entendu la société civile gabonaise réagir. Bon, je sais pas, Georges Mpaga, que je salue en passant, grand frère, on aimerait quand même que tu dises quelque chose par rapport à ce qui vient, de Mais il y se a passer plusieurs au Gabon. activistes qui sont montés au créneau quand même, hein. Il y a Jonas Moulenda qui a Oui, parlé, Jonas, qui a... Oui. l'ancien Il y a, journaliste gabonais. il y a Et sans te Dana. couper, Michel, Ouais. Jonas Moulina est l'exception qui confirme la règle par rapport au Mhm. respect par le Cameroun de la Convention de Genève de 1951 sur la protection des réfugiés, parce qu'il est l'un des rares à avoir été, on va dire, protégé par l'État du Cameroun contre le régime de Ali Bongo qui le traquait. Et je crois que Jonas Moulenda aujourd'hui se retrouve en France. Et il Il y a est également il y a important. également hein, une autre activiste gabonaise, hein, Dana, voilà, qui est très très remontée et qui est dans ce combat-là depuis que cet incident a eu lieu, qui ne cesse de monter au créneau pour décrier effectivement cet acte qu'on qualifierait quand même d'odieux. Oui, mais C'est sauf que vraiment là, on odieux. parle des activistes, des cyberactivistes qui sont à l'étranger. Voilà, Alors, moi, Dana je parle Leza de ceux qui Sima, sont sur voilà. place. Oui, là, ceux qui sont sur place, bon, bon, sauf si cela m'a sans doute échappé, mais Oui, j'ai mais pas elle, trop c'est entendu Dana Leza. des Je activistes qui sont préférerais sur que tu ailles place un peu sur ici. sa page. Dana Leza, je dirais même que c'est comme si elle était en deuil. Hein. Elle martèle depuis qu'il y a eu cette affaire. Elle est montée au créneau, elle martèle, elle crie aux abois pour qu'une solution soit trouvée. Et voilà, donc c'est aussi une personne hein, qui est prise de justice et qui est là effectivement pour dénoncer ce qui se passe actuellement. D'accord, d'accord. Et il est également important de relever que le régime d'Oligui fait de plus en plus peu cas du respect, des droits humains. Souvenez-vous par exemple qu'en décembre dernier, décembre 2023, des syndicalistes de l'eau et de l'électricité du Gabon ont été menacés par Oligui Nguema parce qu'ils voulaient entrer en grève pour revendiquer le paiement du 13e mois. Alors, le général Oligui Nguema leur a adressé des avertissements en leur disant que s'ils essayaient d'interrompre la fourniture en eau et en électricité, il saura où les trouver. Et je pense qu'ils ont même d'ailleurs été convoqués par le B2, les services de renseignement gabonais, le 11 décembre 2023. Donc, c'était quand même assez inédit. Et il y a également, pas plus tard que le 15 juin dernier, il y a eu le petit frère de Timo Adjatis, je crois. Il s'appelle Hans, je crois que c'est Hans Yala Obama, qui a été enlevé par les agents de l'État. Qui se surnommait même Oligui, un fervent supporter hein, du président, hein, voilà. qui s'est retrouvé aussi dans cette situation, qui est incarcéré actuellement. À la prison centrale de Libreville, hein, si je ne me trompe pas, après avoir été séquestré, torturé à la DGR, dans la Direction générale des renseignements de la gendarmerie, qui est l'équivalent du CED au Cameroun. Donc, c'est autant de choses qui suscitent de l'inquiétude. Et je me pose la question de savoir si aujourd'hui, après ce qui est arrivé à Ramon Kota, il est possible pour les activistes africains qui se trouvent au Gabon de continuer à y vivre en sécurité et en toute liberté et à user de leur liberté d'expression. Et surtout que récemment, le président a tendu la main à tous ces activistes. Aujourd'hui, voilà. Ces activistes vivent dans la peur, ils ont peur de rentrer parce qu'ils ne savent pas, ils se disent peut-être que c'est un guet-apens qu'on leur tend, que c'est un guet-apens qu'on leur tend ou que voilà, c'est un piège. Ils ne sont plus rassurés avec tout ce qui arrive. Beaucoup ont décliné cette offre, hein, beaucoup ont décliné cette invitation et ils sont plutôt sur leur garde. Et c'est triste. Exactement.
Alors, par rapport aux prochaines échéances électorales, hein, avec ce qui arrive du côté du Cameroun, est-ce que vous pensez que ça pourrait aussi entacher ou ça pourrait fragiliser les prochaines échéances électorales? Non, pas du tout, puisque nous savons qu'en Afrique centrale, plus précisément au Cameroun, les élections ont toujours été entachées de fraude. Les résultats sont connus d'avance et je ne pense pas que l'affaire Ramon Kota va avoir De l'impact? une influence quelconque sur le processus électoral au Cameroun et même au Gabon, puisque je crois que Oui, oui, sont les deux pays, l'année hein, prochaine. oui. Mais je pense que du côté du Gabon, euh, c'est vrai que c'est pareil hein, qu'au Cameroun, c'est-à-dire que la fraude électorale, les résultats qui sont connus d'avance et tout. Mais ce kidnapping, cet enlèvement de Ramon Kota va entacher durablement le régime d'Oligui Nguema qui a suscité quand même un vent d'espoir au sein de la société gabonaise. Oligui Nguema qui était présenté comme étant le libérateur du Gabon qui, pendant plusieurs décennies, était sous la coupe hein, réglée de la dynastie des Bongo. Bon, aujourd'hui, avec cet enlèvement, c'est son image qui est suffisamment ternie, qui est salie, et ça ne peut être que regrettable, quoi. Mhm. Nous allons tourner cette page, hein, donc pour ceux qui nous suivent, hein, on parlait à l'instant de cet incident qui a eu lieu euh, il y a quelques jours, hein, l'arrestation de Ramon Kota qui a été par la suite extradé du côté du Cameroun au jour d'aujourd'hui. Les prochaines heures hein, ou les prochains jours vont déterminer, vont décider sur son sort. Je tiens à saluer ici cette activiste gabonaise, hein, Tana. J'insiste là-dessus parce que c'est elle hein, je parle du côté gabonais, hein, qui est monté au créneau et qui continue de se battre corps et âme pour qu'une solution soit trouvée. Jonas Moulenda également a un travail hein, de taille. Ce sont des activistes, comme on le dit souvent, c'est l'Afrique qui gagne. Hein, ce sont des activistes qui sont très soudés et qui sont là pour décrier, voilà, quand ça ne va pas. Et donc, mes pensées vont à l'endroit de cet homme qui aujourd'hui, si vous allez sur sa page officielle, est tellement touchée, presque endeuillée, que je ne pense pas qu'elle puisse reculer face à ce combat. Donc aujourd'hui, le Cameroun doit savoir hein, que les activistes camerounais doivent savoir qu'il n'y a pas mais qu'il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe et qui partagent évidemment leur peine actuellement. Alors, nous allons tourner cette page et c'est presque, nous sommes toujours dans le même sujet, mais nous allons mettre de côté la page de Ramon Kota. Par contre, nous allons continuer avec ce jeune TikToker qui a été lui aussi kidnappé. Et là, c'est le journaliste d'investigation, M. Bienton, qui maîtrise encore une fois de plus ce sujet et qui suit ce dossier de très près. Alors, Michel Bienton, qu'est-ce qu'il en est exactement de ce dossier? Alors, le jeune junior, je crois qu'il s'appelle Junior Ngombe, je crois, voilà. Excusez-moi parce que le nom m'a un tout petit peu échappé. Junior Ngombe, présentement, se trouve au CED, hein, parce que ce sont les agents des renseignements du secrétariat d'État à la Défense qui sont partis de Yaoundé pour aller le chercher à Douala où il vit. C'est un jeune Camerounais de 20 ans. Je ne sais pas si le commissaire Zogo va nous rejoindre à nouveau, bon, on verra bien. Oui, excusez-moi. Oui, qui après l'obtention de son baccalauréat, se débrouillait dans le métier de coiffeur. Alors, pour être sincère, avant son arrestation ou son enlèvement jeudi dernier, c'est un jeune homme que je n'avais jamais vu,
que je n'avais jamais entendu sur les réseaux sociaux, bon, que ce soit Facebook, TikTok et puis les autres, YouTube, etc. C'est toute une publication de Maître Fabien Kenyé, qui est un avocat au barreau du Cameroun et un militant ou un cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, un parti d'opposition au Cameroun. La publication a été faite jeudi dernier sur son compte Facebook et c'est lui qui rend compte des mésaventures de ce jeune garçon qui a été enlevé à Douala mercredi. Il a été gardé à la compagnie de gendarmerie de Douala et il a passé la nuit de mercredi à jeudi en cellule sans manger ni boire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement, je pense que tout le monde a, je ne sais pas si les gens ont suivi le discours de ce jeune garçon, il n'a rien dit de mal qui puisse offenser les autorités camerounaises. Absolument rien, parce que j'ai écouté, d'ailleurs j'ai fait passer cette vidéo sur une de mes chroniques, la dernière d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Je n'ai mais alors rien trouvé de répréhensible dans son discours. C'est un jeune qui a simplement voulu exprimer son mal-être, son ras-le-bol face à une gestion chaotique et villageoise, comme j'ai très souvent l'habitude de le dire, du Cameroun. Alors, pour revenir donc aux circonstances de son arrestation, ce sont les agents de renseignement du CED qui sont allés le chercher à la compagnie de gendarmerie de Douala pour le transférer à Yaoundé. Et quand l'avocat, Maître Fabien Kenyé, qui s'est offert de le défendre, leur a demandé s'ils avaient un mandat du procureur pour cette opération, ils ont dit qu'ils obéissaient aux ordres et qu'ils n'avaient pas à respecter quelques cadres légaux que ce soit. Ils obéissaient donc, aux ordres. Ils ont pris... mais monsieur Danton, vous nous dites là qu'ils ont pris ce petit sans mandat d'arrêt. Non, sans mandat d'un juge ou d'un procureur. Ils sont allés le chercher et ils ont dit à Maître Fabien Kenyé que les ordres viennent de très haut. Donc, ça veut dire que forcément, les ordres sont venus de la présidence d'aller chercher ce gamin-là et de le transférer à Yaoundé, au secrétariat d'État à la défense, bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit lorsque nous abordions le cas de Ramon Kota, des situations de ce genre, c'est lorsque vous êtes kidnappé de la sorte pour vos opinions politiques, la destination finale, c'est le CED. Alors, je suis vraiment très choqué par rapport à ce que l'on vit au Cameroun à l'approche de la présidentielle de 2025. Parce qu'on a justement, ça revient à cette question. Est-ce que en enregistrant autant de kidnappings, autant de soucis, pensez-vous vraiment que les élections auront lieu au Cameroun en 2025? Parce qu'il y a des personnes qui sont remontées, il y a des familles qui sont en colère. Comment peut-on organiser une élection présidentielle vraiment dans cette situation, dans cette atmosphère de tension? Non, la tenue des élections présidentielles l'an prochain ne souffre d'aucune contestation. Seulement des actes de ce genre sont de nature... Ça se pérennise, ça se multiplie. Oui, mais justement, c'est ce que j'explique, que des actes de ce genre, les enlèvements, les kidnappings et autres, en dehors de tout cadre légal, sont de nature à répandre la peur. C'est-à-dire que c'est un message qu'on envoie aux Camerounais pour leur dire que, écoutez, si vous faites comme, je ne sais pas moi, Junior Ngombe, si vous faites comme Ramon Kota, si vous critiquez le gouvernement, si vous critiquez le régime, et bien c'est ce qui va vous arriver. Donc, l'objectif, en fait, c'est de s'aimer la terreur au sein... comme s'ils étaient molestés, en fait. Cette population-là, en fait. Alors, je souhaiterais que ce dossier soit suivi de très près. Nous allons rester en alerte parce qu'il faut savoir ce qu'on va faire de ce jeune, de ce garçon qui n'a demandé que justice pour Monsieur Ramon Kota et qui, ma foi, sentait même qu'on allait venir le chercher. Parce que quand vous suivez son discours, il dit
que ça peut être, c'est lui aujourd'hui, ça peut être lui demain. Hier, c'était M. Ramon et que ça pouvait être lui demain. Il sentait quand même quelque part qu'il pouvait être kidnappé. On pouvait le porter. Oui, mais il faut dire que nous sommes quand même dans des pays de loi et de droit. S'il faut que la population vive maintenant dans la peur, dans la terreur, ben là, ça craint quand même. Ça craint quand même. D'où nous allons suivre de très près ces dossiers. Les dossiers de M. Ramon Kota et le dossier de ce jeune garçon. On va voir l'évolution, on va suivre et nous reviendrons justement pour faire le point. Merci encore au journaliste d'investigation Michel Bienton. Merci au commissaire Sogo, le consultant des enquêtes là, qui malheureusement a eu un impératif de dernière minute. Merci encore à tous ces internautes qui nous ont suivis. Ce soir, l'heure juste de vérité était fixée sur l'arrestation de l'activiste Amon Kota, oui, qui a été extradé il y a cela quelques jours du côté du Cameroun. Et aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il sera présenté devant la justice pour répondre de ses actes. Et nous allons suivre ce dossier de très près. Il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une période assez sensible et que quelque part, les autorités doivent se revoir. Parce que là, ça tend à bafouer les droits humains et voire même la loi de Genève. Il y a Et je tiens à annoncer concernant le cas de jeune Junior Gombe que le mouvement Africa Defenders, c'est-à-dire que qui s'occupe des défenseurs des droits humains dans toute l'Afrique, suit ce dossier de très près, tout comme le réseau de défenseurs des droits humains en Afrique centrale, dont je suis un membre, qui s'est également emparé de ce dossier.